Toute la République, le rendez-vous politique de Beurre FM. Toute la République, je reçois aujourd'hui exceptionnellement deux invités. Ouria Boutelja, bonjour. Bonjour. Youssef Boussouma, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes respectivement porte-parole et membres fondateurs des Indigènes de la République, aujourd'hui constitués en parti politique. On a récemment commémoré les 10 ans de l'appel des Indigènes de la République. Alors pour ceux qui débarquent en 2015, est-ce que vous pouvez déjà commencer par expliquer ce qu'est cet appel et surtout dans quel contexte il a été lancé ? Je ne sais pas qui veut commencer. Ouais, je vais bien commencer. Alors déjà, merci de cette invitation et merci de fêter avec nous cet anniversaire. Donc on a fêté nos 10 ans hier. On est à peine plus âgé que le petit Ahmed. Voilà, qui est victime de cette sordide affaire. Et si je parle de lui, c'est pas pour rien, c'est qu'on pense qu'un parti décolonial, radicalement antiraciste, radicalement anti-impérialiste, c'est aussi l'avenir du petit Ahmed. Et on a 10 ans, on espère vivre encore 10 ans, et malheureusement, si on est pessimiste, on pense qu'il y a une nécessité à ce qu'il y ait une organisation politique qui défende l'intérêt des gens issus de l'immigration postcoloniale et des quartiers populaires de manière générale. Alors, pour vous faire un petit peu la genèse de notre histoire, on est en janvier 2005 par l'appel, le fameux appel des Indigènes de la République, qui s'intitulait « Nous sommes les Indigènes de la République », et qui a été, ce mois de janvier 2005, une rupture. Une rupture qui a 3 dimensions. Une rupture idéologique. D'abord, on s'est dit... en fait, qu'il fallait rompre avec les idéologies politiques, par exemple, de la gauche et de l'extrême gauche, qui ne sont pas efficaces quand il s'agit de traiter la question des populations issues de l'immigration postcoloniale. C'est-à-dire qu'en fait, on a rompu avec la question de classe pour imposer un autre angle d'attaque, qui est celui de la classe, de la race, mais la race vue comme un système d'oppression spécifique, mais qui est aussi un rapport social, de domination, qui est né avec et l'histoire de l'esclavage et l'histoire de la colonisation, et qui se poursuit aujourd'hui dans un cadre général que nous on appelle la contre-révolution coloniale, qui est cette période historique qui a débuté après les indépendances africaine. Donc aujourd'hui, nous vivons le moment de la contre-révolution coloniale, et dans ce moment-là, les populations vivant en France sont hiérarchisées. Il y a effectivement ce qu'on appelle le corps légitime de la nation, qui est le corps blanc, et qui est aussi un rapport social. Il ne s'agit pas de critiquer les gens individuellement. Ce n'est pas les gens individuellement qui sont responsables de cette situation, mais il se trouve que le corps blanc et le corps légitime de la nation. Tu fais allusion notamment aux paroles de Gérard Longuet lorsqu'il parlait de Malik Bouti. Le corps traditionnel français, fameux corps traditionnel français, eh bien c'est le corps légitime de la nation, c'est-à-dire que quand on est chrétien, quand on est européen d'origine et blanc de peau, eh bien quand on se lève le matin, on ne s'interroge pas sur sa légitimité à être en France. En revanche, quand on est noir, quand on est arabe, quand on est musulman, quand on vient de l'histoire coloniale, eh bien oui, on s'interroge sur notre légitimité à être ici, parce qu'effectivement, tous les jours, on nous fait comprendre, et aujourd'hui plus que jamais, qu'on n'est pas chez nous. C'est ça qu'on appelle la question raciale. Donc je disais tout à l'heure que notre appel avait 3 dimensions. Donc la question idéologique, on a rompu avec les idéologies existantes pour les remplacer par une autre qui était la nôtre, qui était celle qui est issue des luttes anticoloniales, des luttes de l'immigration. Donc c'est à partir de là que nous, on existe politiquement. La deuxième rupture, c'est la rupture organisationnelle. On est autonome, on refuse d'être lié à la gauche d'une quelconque manière, et également à la droite ou à l'extrême droite. Et la troisième dimension de notre appel, c'est que on est autonome financièrement. C'est la troisième rupture. On n'accepte aucun sou des pouvoirs publics de l'État ou bien d'une puissance étrangère. Donc voilà. Donc ça, c'est la rupture qu'on a imposée. Et il est vrai que lorsqu'on voit notre parcours depuis 10 ans, nous, on ne pensait pas, avec une telle rupture, qu'on allait vivre au-delà de 2 ans. Très honnêtement. Et il faut savoir qu'à l'époque, il y a eu une telle levée de boucliers, et notamment de la gauche française, de la gauche et de l'extrême gauche, qu'on ne s'imaginait pas survivre à l'offensive contre nous. Et on est toujours là, on existe, ce qui est pour moi la preuve à la fois de la pertinence de notre grille d'analyse, mais également le fait que quand on veut faire de la politique, que c'est possible. Au sens où on ne se contente pas de faire de l'incantation, de l'idéologie, c'est-à-dire nous sommes les indigènes de la République, c'était une bonne idée, mais il s'agissait ensuite de faire de la stratégie politique pour survivre, c'est-à-dire aussi réfléchir aux alliances, à l'autonomie, aux alliances, ce qui n'est pas du tout quelque chose de facile, puisqu'on avait
monde contre nous. Et quand je vous dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Aujourd'hui, on existe. Alors, on n'est pas un parti de masse, mais on existe. Notre parole est écoutée, notre parole est attendue. On est toujours très critiqué, mais on a su aller au-delà de la France. On a su être écouté aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne et même en Australie. Et également, et on c'est aussi notre fierté, on a aussi une écoute de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire dans nos pays d'origine. Voilà. Une parole importante, et on va comprendre pourquoi au cours de cette interview. Ouria vient de préciser, Youssef, que dès le début du lancement de cet appel, nous sommes les indigènes de la République, il y a aussitôt des attaques qui pleuvent. Alors, elles viennent principalement et premièrement de la gauche, Youssef. Oui, ces attaques, et Ouria a raison de le souligner, on n'imaginait pas aller au-delà. Au départ, ça a été une sorte de ras-le-bol, de dire il faut absolument faire quelque chose. On venait de sortir de cette grande campagne sur la loi le sur voile à le voile à l'école, et qui s'est avérée extrêmement violente. Tout le monde se souvient de Claude Imbert qui regarde l'écran de télévision en face et qui dit « Je suis un peu islamophobe. Je suis assez islamophobe. » Alors qu'il fait partie du Haut Conseil à l'intégration. Voilà, alors qu'il faisait partie du Haut Conseil à l'intégration. Donc c'était quand même mal parti. Et une telle volée de bois vert contre tout ce qui peut ressembler à l'islam. Et là, on se dit, c'est extrêmement grave. On avait donc les sœurs Lévy, donc les filles de Laurent Lévy, celles par lesquelles le scandale était arrivé. Et on a vu les dégâts que cela avait provoqué. D'ailleurs, Laurent Lévy était à nos côtés, était avec nous. Et donc, du coup, mais vraiment des expressions d'un racisme inouï, qui nous a vraiment, vraiment étonnés. On ne s'y attendait pas. Et surtout venant de ceux dont on aurait dû penser, qu'ils étaient vos alliés politiques. Qu'ils auraient été nos alliés politiques, la gauche, etc., et l'extrême gauche. Et on se rappelle que c'est effectivement que les filles Lévy ont été renvoyées de ce lycée, enfin sur demande de professeurs qui étaient d'extrême gauche. Alors effectivement, c'est la gauche qui nous tombe dessus. Et d'ailleurs, une petite anecdote, nous avions prévu de faire une première apparition publique des indigènes de la République dans un meeting. Nous avions prévu un meeting à la Bourse du Travail de République. Nous avions obtenu l'autorisation pour avoir la salle de la Bourse du Travail de République par un syndicat de travailleurs immigrés, d'ailleurs, syndicat de travailleurs de surface, on appelle pudiquement travailleurs de surface. Eh bien, la CGT nous a retiré la salle quelques jours auparavant, prétextant... Alors le motif était intéressant, le prétexte c'était que nous étions des identitaires. Des identitaires, c'est-à-dire que des gens, et puis que nous allions faire le jeu de Sarkozy. Ouais. Alors c'est parti comme cela. Alors d'ailleurs, ça n'a pas complètement cessé, puisque jusqu'à maintenant, c'est extrêmement difficile pour nous pour avoir une salle, simplement une salle pour faire une réunion publique. Dès l'instant où cette salle dépend de la CGT, d'ailleurs, une de ces salles vient de nous être refusée dans le sud de la France pour y faire un meeting, une bourse du travail, enfin une salle municipale qui est liée à la CGT aussi. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est venu de la gauche, pour une raison qui est simple, c'est que la gauche considère que les indigènes sociologiques, tels que nous les définissons, lui appartiennent. Voilà. Lui sont acquis et lui appartiennent. Et elle refuse de nous voir comme étant des sujets politiques et elle nous voit toujours comme des objets politiques. Et d'ailleurs, les dégâts, on le voit, c'est qu'ensuite elle se retrouve à perdre des élections. Elle ne comprend pas parce que tout simplement, eh bien, pour elle, nous étions forcément sa clientèle naturelle et clientèle non rétribuée, évidemment. En termes de références, de filiation politique, idéologique, je vous donne des références, vous me dites si ça correspond aux indigènes de la République. Frantz Fanon, je crois que ça revient souvent au niveau des indigènes de la République, les Black Panthers, Malcolm X, le FLN, tout ça, c'est la filiation politique des indigènes. Le FLN historique, évidemment. Oui, bien entendu. Oui, bien entendu, mais du coup, ça m'amène à rappeler simplement une chose, c'est que lorsque l'appel des indigènes est lancé, on arrive 20 ans après la marche pour l'égalité. Une marche qui portait les espoirs de la première et la deuxième génération issue d'immigration postcoloniale contre le racisme, vous vous souvenez, et la question du racisme, à l'époque, avait été dévoyée et dépolitisée. Lorsque cette jeunesse parlait de racisme, alors même si à l'époque, il ne disait pas comme nous, racisme structurel, racisme d'État, pas forcément, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il parlait par exemple des crimes policiers, qui est un racisme institutionnel. Eh bien, cette lutte a été dévoyée au profit d'un antiracisme moral. Eh bien, alors qu'elle était porteuse de tous les espoirs en termes d'égalité, de citoyenneté, etc., en fait, on se rend compte qu'on avait beaucoup régressé. Et c'est vrai que quand on arrive au début des années 2000, enfin, je veux dire, donc 2004, 2005, quand on lance l'appel, juste après l'épisode que Youssef vient de rappeler, eh bien, notre conclusion, héritier de la marche pour l'égalité, eh bien, notre conclusion, c'était qu'effectivement, nous ne sommes pas des citoyens et nous refusons de jouer le jeu du mythe républicain, selon lequel nous sommes des citoyens, mais en même temps,
l'injonction paradoxale, c'est qu'on nous dit que vous êtes des citoyens, mais on nous refuse la citoyenneté pleine et entière. Donc on a dit stop, et ça c'est aussi une des ruptures qu'on a introduites, c'est que choisissant le mot indigène, c'était une manière à la fois de nous réinscrire dans notre propre histoire coloniale, d'abord, mais en même temps montrer les continuations entre l'histoire coloniale et le présent néocolonial. Nous ne sommes pas des citoyens. Tous les jours, on nous répète, on nous le fait savoir, et c'est pas simplement des mots. Les mots et les pratiques politiques ont une incidence dans la vie quotidienne des indigènes sociaux, c'est-à-dire que, par exemple, nous sommes surreprésentés en prison. Nous sommes surreprésentés quand il s'agit des chiffres du chômage. Nous sommes sous-représentés dans les quartiers populaires. Nous sommes surreprésentés quand il s'agit des contrôles aux faciès. Tout ça, ce sont les stigmates de l'oppression raciale. Alors, donc je disais que nous sommes les héritiers des marcheurs, et donc des luttes de l'immigration, des travailleurs immigrés, et évidemment de tous ceux que vous venez de citer. Fanon, par exemple, une grande figure de l'anticolonialisme politique. Notre travail, c'est aussi d'utiliser et de ressusciter, en fait, tous ces personnages politiques qui ont participé de la libération collective des indigènes et dont le travail reste encore à redécouvrir. Et pour nous, c'est hyper important que la jeunesse, et quand je dis la jeunesse, je ne parle pas simplement des indigènes sociaux. Je pense que Malcolm X, ça doit être une figure pour tous les Français. C'est pas la figure. Il serait faux de penser que cet héritage politique n'est que l'héritage des indigènes sociaux. Il s'agit d'en faire les héritiers de tous ceux qui, en réalité, militent pour l'émancipation et la libération des gens, pour la justice sociale. Malcolm X, Lumumba, Nyerere, Amilcar Cabral, toutes ces figures devraient devenir les figures de la libération de nous, mais également de la société française. Voilà. Alors, à l'époque, et aujourd'hui encore, on entend souvent quelque chose qui revient, Youssef, on dit les quartiers sont des déserts politiques, comme s'il n'y avait pas d'idées, comme si on ne fait pas de politique, on ne pense pas dans les quartiers populaires, dans les quartiers dits sensibles, dans les quartiers, appelons ça comme vous voulez. Est-ce que c'était aussi pour ça que vous avez décidé de prendre la parole et d'occuper l'espace ? Les quartiers n'étaient pas des déserts déjà lorsque nous sommes apparus, bien évidemment. Mais disons que les quartiers étaient même extrêmement péjorés. Enfin, l'image qui était donnée des quartiers était une image extrêmement péjorative. Et nous sommes également insurgés, contre cette espèce de discours qui considérait les quartiers soit comme des espaces morts, des corps morts de la société. À la limite, la société pourrait même s'en débarrasser. Et puis aussi cette volonté, de les. En même temps, il y a cette volonté. En même temps, on dit ces quartiers sont des corps morts, sont des poids morts. On se demande même ce que l'État a gagné là-dedans. Et de l'autre côté, on regrette que l'État n'y ait pas imposé toute son autorité. Enfin, on prétend, parce que l'autorité de l'État, sous la forme de la police, elle y est tout le temps. Donc effectivement, c'est aussi une tentative pour réhabiliter, moralement, ces quartiers qui sont extrêmement dénigrés, qui sont extrêmement insultés en permanence. Et c'est sûr que c'était aussi pour l'honneur de toutes ces populations qui vivent dans les quartiers populaires et que l'on méprise quotidiennement, qui sont majoritairement issus de l'immigration post-coloniale, pas seulement. Il y a aussi dans ces quartiers une population que nous on appelle les blancs indigénisés. Ce sont donc des blancs qui à force de côtoyer donc ces populations issues de l'immigration, subissent finalement le même sort. C'est Franck Ribéry, par exemple. Voilà, exactement. C'est les Franck Ribéry, c'est les gens comme ça, et pour lesquels on a aussi toute notre affection, je veux dire, bien évidemment. Et Ouria a eu raison de le signaler, c'est que lorsque le mouvement des indigènes n'est pas un mouvement passéiste qui classerait le monde entre les gentils qui seraient dans les pays du Sud et les méchants dans les pays du Nord. Non, c'est un mouvement qui fait appel à ce qu'il y a de plus humain dans l'humain. C'est-à-dire que même l'Europe, les populations européennes, n'ont pas toujours été comme ça. Et c'est évident qu'il y a eu une évolution de l'Europe, lorsque l'Europe s'est mise à vouloir absolument dominer le monde à partir du XVIe siècle, grosso modo. Mais on fait également référence à ce qui a pu être un passé, on pourrait dire, convivial, pour reprendre certains termes. C'est-à-dire que l'Europe n'a pas toujours été cette Europe, et les populations de l'Europe, nous pensons qu'elles méritent mieux qu'être les porteuses de l'impérialisme. C'est ça aussi. C'est-à-dire que le mouvement des indigènes, le parti des indigènes, et les idées
que nous brandissons sont des idées qui sont aussi à destination de toutes les populations européennes qui a malheureusement ont perdu, enfin à qui on a fait perdre une certaine humanité. On fait une première pause, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de cette émission Toute la République. Je vous rappelle aujourd'hui que je reçois Houriya Boutelja et Youssef Oussouma du PIR, le Parti des indigènes de la République. A tout de suite. Toute la République revient dans un instant. Toute la République, le rendez-vous politique de Beurre FM. Toute la République, deuxième partie pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous rappelle que je reçois aujourd'hui deux invités, Houriya Boutelja, Youssef Oussouma du PIR, le Parti des indigènes de la République. On a parlé de la genèse de cet appel des indigènes de la République dont on a commémoré les 10 ans il y a quelques jours. Moi je me souviens à l'époque, l'une des grandes réussites, en tout cas ce que je considère, vous allez me dire si c'est le cas ou pas, des indigènes de la République, c'était de faire la lumière sur cette fameuse date du 8 mai 45 et les terribles massacres de Sétif, Guelma et Khelata. Est-ce que ça quand même c'est l'une des réussites des indigènes de la République, Houriya? Ah oui, ça c'est une évidence. J'ai l'impression, j'ai le sentiment, alors je ne connais pas toute l'histoire, mais que cette date n'était pas connue du grand public, mais surtout, on n'en comprenait pas l'intérêt, la dimension éminemment politique. Alors je m'explique. Pour nous, le 8 mai 45, c'est pas la commémoration d'un massacre, parce que des massacres, il y en a eu plein à cette période-là, et je ne vais pas reciter le cas du Cameroun, par exemple, où il y a eu des centaines de milliers de morts à la même époque. Ce qui nous intéresse dans le 8 mai 45, c'est que c'est la fin du nazisme, et donc c'est la réhabilitation, c'est le jour de la réhabilitation de la République. Et le jour où la République est réhabilitée, le jour où on vainc le nazisme, et bien ce même jour, la France républicaine, donc, commet un massacre dans une de ses colonies. Et il se trouve que c'était l'Algérie, ça aurait pu en être une autre. Pour nous, ce qui est important, c'est la contradiction contenue dans cette date. Et pour nous, cette contradiction, elle est aussi, elle est structurelle dans la mesure où aujourd'hui, et c'est pour ça, et nous c'est ça qui nous intéresse en politique, c'est pas simplement de pleurer le passé, c'est de comprendre le structurel, de comprendre comment aujourd'hui cette République, qui est censée être universelle, égalitaire, droit de l'homiste, fraternelle, égalitaire, comment en réalité elle reproduit, elle se prétend tout cela, donc c'est la République, mais dans les faits, elle pratique l'injustice. D'accord ? Elle discrimine. Elle discrimine pas simplement les indigènes, elle discrimine les pauvres, elle discrimine les femmes. Donc si vous voulez, il y a un mythe de la République, elle se vend comme étant universelle, et dans la réalité, elle pratique la discrimination sur différentes catégories sociales. Donc voilà, nous sommes une de ces catégories sociales, donc le sujet postcolonial, ceux qui sont issus de l'histoire coloniale, et nous sommes là pour témoigner du fait que ce mythe est un mythe, que c'est faux, et qu'en réalité, le rapport, lorsqu'on brandit les fameuses valeurs de la République, en réalité, on a un rapport religieux à la République. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à la République réelle, dans ses pratiques réelles, elle n'est pas simplement discriminatoire à l'endroit de ses populations en interne, elle est également impérialiste. Elle n'a pas rompu avec l'histoire de l'impérialisme. La France-Afrique est une réalité, on a parlé tout à l'heure du Congo, des millions de morts. On se souvient également de la position d'Hollande cet été par rapport à Netanyahou. Alors à la guerre de Netanyahou, il l'a soutenu. Donc pour nous, si vous voulez, l'État-nation français est un État de classe, mais en même temps raciste au sens structurel du terme, comme il est également impérialiste. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse dans la date du 8 mai 45, c'est de souligner cette contradiction et d'en faire une date politique pour nous. Concernant toujours cette date du 8 mai 45, Youssef, toi tu es historien, tu enseignes l'histoire à des enfants. Est-ce que tu sens déjà à l'époque qu'il y a un grand vide par rapport à ce que représente justement cette date, notamment pour les populations issues de l'ex-empire colonial ? Bien sûr, et c'est d'ailleurs toujours le cas. Je veux dire, il ne faut pas croire qu'il y a eu quelques ajouts qui ont été faits dans quelques manuels scolaires, mais en grande partie, cette date du 8 mai 45 reste en grande partie, alors bon, peut-être un peu moins qu'auparavant, mais assez méconnue.
assez méconnu et comme l'a dit Ouria, méconnu. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre. Il faudrait pouvoir expliquer pourquoi cette France qui sort de l'occupation, cette France résistante, eh bien, va s'engager dans ces massacres coloniaux, parce que bon, il y a eu Sétif, Guelma, il y a eu Madagascar, il y a eu des tas d'autres. Bon, il y a eu le Vietnam même dès 1945, Haiphong, les massacres d'Haiphong, etc. Donc, comment on peut l'expliquer par l'histoire du nationalisme français. On peut l'expliquer. Donc, mais il faut pouvoir l'expliquer. Donc, effectivement, c'est pas uniquement ramener la couverture à nous, mais c'est montrer à quel point cette date du 8 mai elle était emblématique. Alors surtout pour l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est autre contradiction. C'est un jour de deuil en Algérie, et c'est un jour de fête en Europe. Il faut déjà pouvoir expliquer. C'est intéressant d'expliquer à des enfants que c'est relatif d'abord, hein, mais que si c'est un formidable espoir, cette défaite du nazisme, eh bien, ça n'a pas été un formidable espoir pour tous les peuples. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une continuation de cela. Alors, concernant cette date du 8 mai, oui. Concernant d'autres dates, nous avions, pendant un certain nombre d'années, nous organisions donc cette marche des indigènes, le 8 mai, de façon à faire connaître, et je pense que nous avons quand même largement contribué un petit peu à faire connaître cette loi. Alors il y en a en France qui veulent toujours pas l'avoir, mais à l'étranger en tout cas oui, et à l'étranger très très souvent on nous rappelle, maintenant on connaît un peu mieux cette date, et c'est quand même une fierté que nous avons. À l'époque, oui, tu veux rajouter pour quelque chose? Pour l'anecdote, je me souviens juste, même si on va dire que c'est de bonne guerre, je me souviens que au moment de la question de l'adhésion de la Turquie en Europe, la France avait déclaré qu'elle n'accepterait pas de faire adhérer la Turquie dans la mesure où les Turcs ne reconnaissaient pas le génocide des Arméniens. Et à ce moment-là, la Turquie avait rétorqué, oui, mais il faudrait quand même d'abord que la France reconnaisse elle-même ses crimes coloniaux, et donc Sétif et Guelma. Et c'était marrant puisque ça venait largement après que nous on ait posé la question du mai 45. Alors, est-ce que le gouvernement turc a eu vent de la commémoration qu'on a faite du 8 mai? En tout cas, ça prouve que ça a un effet. Bien sûr. Voilà. À l'époque, il y a une autre polémique, c'est on vous reproche l'utilisation du mot blanc, et voire même on vous accuse de racisme anti-blanc, déjà à l'époque. Oui. Alors pour nous, les mots sont importants. Et il se trouve qu'on s'est trouvé une dénomination indigène qui n'est pas positive. C'est pas qu'on sait pas qu'on s'est lancé nous-mêmes des fleurs. On n'a pas dit on est les plus beaux, on n'a pas dit Black is beautiful, on n'a rien dit tout ça. On a dit qu'on est des sous-citoyens. On s'est auto-déclaré sous-citoyens. Donc, si nous sommes des sous-citoyens, d'accord, c'est par rapport à quelle autre catégorie? Pour nous, les mots sont importants, et il est important de définir ceux qui ne sont pas des indigènes, donc ceux qui bénéficient du privilège racial. Parce que si vous voulez, pendant des années, c'est ça la perfidie, si vous voulez, de ce qu'on appelle nous l'antiracisme moral, c'est que l'antiracisme moral, il dit en gros, voilà, on a des potes, ce sont des Arabes et des Noirs, on veut les protéger contre monsieur et madame Dupont, qui sont racistes. D'accord? Ou bien contre tel directeur de boîte de nuit parce qu'il ne laisse pas rentrer les Noirs et les Arabes en boîte de nuit. Nous, on dit, c'est pas ça le racisme. Nous, on s'en fout du racisme de monsieur et madame Dupont. Nous, on s'intéresse à la question du racisme d'État. Celui qui est généré par les structures. Celui qui fait que, par exemple, on envoie les jeunes issus d'immigration dans des voies de garage, s'agissant d'école, par exemple. Donc, on est bien d'accord que nous, on s'attaque à un système. Et donc, lorsqu'on dit Mohamed ou Fatima sont discriminés, la question, c'est discriminé au profit de qui? Nous, on dit au profit de Valérie et d'Antoine. Est-ce que c'est de la faute de Valérie et d'Antoine? Non, ça n'est pas de la faute de Valérie et d'Antoine. C'est simplement que le racisme crée une caste de privilégiés. S'il y a des gens qui sont discriminés au travail, il faut bien qu'on désigne ceux qui vont bénéficier de la discrimination. C'est une partie qui se joue à deux. Donc pour nous, je répète, les mots sont importants. L'essentiel pour nous, c'est de définir, c'est de dire... C'est le contenu politique qu'on donne au mot blanc et le contenu politique qu'on donne au mot indigène. Dans les deux cas, on l'a dit et on le répète, il s'agit de catégories politiques. Politique. Ça ne dit pas la subjectivité des gens. Si un blanc bénéficie objectivement d'un travail, ça ne veut pas dire que ce blanc est raciste. Parce que c'est pas lui qui l'a voulu, c'est le système qui l'a voulu. Donc nous, on s'attaque bien à un système. Alors effectivement, on nous l'a reproché. Pourquoi? Parce que quelque part, on ne veut pas nous laisser la liberté de définir le mal qui nous opprime. On ne veut pas. On veut au contraire occulter les raisons structurelles du racisme. D'accord? Nous, on pense qu'il faut mettre les bons mots sur les situations. Alors juste pour l'anecdote, lorsque nous avons défini ces deux catégories, indigènes et blancs, lorsqu'on allait dans des conférences, eh bien on nous disait,
mais madame, vous êtes blanche. Alors là, j'ai rigolé. Pourquoi je rigole? Parce qu'effectivement, je suis blanche de peau, comme le sont la plupart des Maghrébins, la plupart, à 80%. On est blanc. Sauf que, on nous appelait les gris. Moi, mon père, on a dit que c'était un gris. Et c'était une dénomination raciste. Pourquoi, alors que mon père était blanc, que ma mère était blanche, pourquoi on ne nous a pas appelés les blancs? Et parce qu'on ne voulait pas on voulait pas nous faire partie, enfin, je veux dire, nous considérer notre entière dignité. D'accord? Donc, pour précisément créer cette catégorie non blanche, eh bien, on nous appelait les gris. Ça veut dire que ceux qui nous ont appelés les gris savaient qu'on n'était pas dans cette catégorie de privilégiés. C'est ça que je veux dire. Et donc, à tous ces gens-là qui me disaient, mais vous êtes blanche, mais j'étais étonnée du fait que c'est au moment où on a mis des mots que tout d'un coup, j'étais reconnue comme blanche. C'était le pouvoir magique des mots. Sauf que nous, là où tout le monde se trompe, c'est qu'on ne parle pas de la couleur de peau. On parle de catégories sociales et politiques. On parle de rapports sociaux. Et donc, pour revenir à la question du procès, qui était un procès rocambolesque. Pour le mot sous-chien. Pour le mot sous-chien, tout à fait rocambolesque. Donc, pour le rappel, j'avais parlé de la catégorie sous-chien, qui était une invention, c'est un néologisme construit sur le mot souche. Français de souche, sous-chien. Français de souche, voilà. Alors, utilisé précédemment, je le précise, Ouria, par Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo avait dit sous-chien. Voilà, Marine Le Pen, il n'avait suscité aucune réaction. Et c'est utilisé couramment au Canada, je crois. Et Marine Le Pen aussi, je crois, l'avait utilisé. Hein. C'est possible. C'est possible. En tout cas, ça a été utilisé bien avant que tu l'utilises. Ouais. Voilà. Sauf que quand c'est Borloo qui le dit, c'est halal. Quand c'est Ouria Boutelja qui le dit, c'est pas halal. Surtout que Ouria Boutelja parlait bien de la critique du mot français de souche, n'est-ce pas? Puisque c'est précisément pour distinguer qu'on dit il y a les Français de souche et il y a les autres. Donc nous qui ne sommes pas de souche, nous sommes quoi? L'idée, c'était toujours de remettre en cause la notion de souche, dont je vous rappelle qu'elle a pour synonyme race. Il y avait des vrais Français de race et de sang. Et ça, c'est une définition que nous récusons complètement, précisément parce qu'on pense qu'il n'y a pas de race. Voilà. On est parti du mouvement des indigènes de la République. Pourquoi ça devient le parti des indigènes de la République, c'est-à-dire un parti politique, Youssef? Parce que l'immigration a toujours été confinée, et en tout cas les jeunes de l'immigration qui voulaient faire quelque chose, qui voulaient un petit peu s'occuper d'abord de leur quartier au départ, s'occuper des gosses, des jeunes et tout, ont commencé par fonder des associations. Comme on dit, il faut bien gérer le ghetto. Hein. Et donc on nous le laisse le gérer. Mais au bout d'un moment, eh bien effectivement, pas plus que cela. C'est-à-dire qu'on accepte que cette jeunesse issue de l'immigration fasse des associations, alors très bien, pour promener les jeunes, pour faire du sport, pour tout cela, mais c'est comme si la catégorie politique était réservée à justement à ceux qui bénéficient des privilèges, hein, donc qui font partie de la caste, de la caste dominante, les blancs. Et donc du coup, notre transformation en parti correspond aussi à cette volonté de rompre avec ce paternalisme qui voudrait que les descendants de l'immigration soient toujours dans des associations, de quartiers, des choses comme cela, tout à fait intéressantes, mais n'atteignent pas la dignité du parti politique. La chose politique étant une chose beaucoup trop sérieuse, hein, beaucoup trop responsable pour être laissée à ces jeunes ou pour qu'elle soit galvaudée par ces issus de l'immigration. Donc c'était d'abord cette volonté de rompre avec cette vision. Nous faisons de la politique, nous entendons nous inscrire dans le jeu politique également, de façon tout à fait égale avec les autres 10 citoyens de ce pays. Et donc il y avait cette volonté. Et puis aussi parce que nous pensons sincèrement, c'est-à-dire que nous pensons on ne peut pas parler de politique sans parler de pouvoir. Et on ne peut pas parler de pouvoir sans parler de parti. Alors après, la façon dont ce parti réagit, il vote pas, etc. Peu importe, nous sommes un parti en ce sens que nous posons la question centrale du pouvoir. Et au Parti des indigènes, nous entendions poser cette question du pouvoir pour changer les choses. Parce qu'on ne peut pas changer les choses uniquement parce que on va avoir des gens tout à fait sympathiques autour de nous. Et non, c'est vrai, il faut toucher à la question du pouvoir. Et seul un parti politique peut le faire. Donc, c'était cette double volonté. Il nous reste 2-3 minutes avant la fin de cette émission, toujours à propos de cette histoire de parti politique. Le Parti des indigènes de la République, avec une particularité, arrêtez-moi si je me trompe, le pire ne se présente pas à des élections. Ouria. Alors, il ne se présente pas à des élections, mais il pourrait. Je veux dire, on n'a pas, jusqu'ici, on ne l'a pas fait, mais parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas. On n'est pas fondamentalement électoraliste, mais je ne peux pas vous dire qu'on est contre l'électoralisme. Nous, on est pour tout ce qui peut faire transformer les rapports de force en faveur des quartiers et des gens issus d'immigration. Si, à un moment donné de notre histoire, on pense que participer à des élections de manière autonome, toujours autonome, attention, c'est bien pour nous, on le fera. On ne se l'interdit pas. Pour l'instant, on ne l'a pas fait.
Dernière question, c'est en lien avec l'actualité. Juste après les attentats de Charlie Hebdo, il y a eu des accusations très graves concernant le Parti des indigènes de la République. Vous avez même été cité, je crois, directement. Quelles vont être les suites à ces affaires, Youssef ? Eh bien, nous étudions actuellement la possibilité de porter plainte, évidemment, contre différentes personnes qui ont porté contre nous des accusations extrêmement graves, qui ont dit en gros que nous avons plus ou moins armé le bras donc des dits terroristes. Donc il y a effectivement Madame Bougrab, d'autres l'ont insinué, il y a Pascal Bruckner qui l'a dit explicitement, différentes autres personnes. Pas que nous, hein, les islamo-gauchistes aussi de manière générale, beaucoup Rokhaya Diallo, les indivisibles, Rokhaya Diallo de façon extrêmement affirmée. Donc de ce point de vue, c'est évident que nous, les gens qui ont fait cela, nous les connaissons. Hein, ce sont des gens qui poursuivent... Ce sont des ennemis intimes. Ce sont des ennemis intimes qui poursuivent une vengeance politique. Ce qui est grave, c'est qu'ils aient choisi ces circonstances extrêmement malheureuses pour assouvir leur vengeance politique. C'est quelque chose d'assez indigne, nous pensons. Dernier mot, Ria. Alors c'est vrai que c'est grave, mais en même temps c'est ridicule. D'ailleurs, on s'imagine mal les combattants de Daesh aller sur le site des indigènes pour puiser leur inspiration. C'est d'un ridicule absolu. Alors, je l'ai dit, on a commémoré les 10 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Encore 10 ans 20 en ans fait, non, il faudrait nous souhaiter de ne plus exister. C'est ce que j'allais dire, oui, plutôt. Oui. Mais le problème, c'est qu'on est assez pessimiste dans la période C'est comme les restos du cœur, finalement. Voilà, exactement. Donc, la période qu'on est en train de vivre est extrêmement inquiétante. Ouria Boutelja, Youssef Boussouma, merci à vous. Merci à vous. Merci à Beurre FM. Tout à l'heure, vous retrouvez Mohan pour Fou de Sport. Moi, je vous donne rendez-vous lundi pour les informer à partir de 20h. Ceux qui clashent l'actu vous saluent. Très bon week-end sur Beurre FM. Toute la République, le rendez-vous politique de Beurre FM.